Good afternoon, everyone. Bon après-midi à tous et à Great to toutes. see you all. Bon, ça fait Bringing this plaisir to de a vous voir close today. tous. What a great Alors, couple of on en days. arrive à la I fin. have been attending these Quelle for some journée time. fabuleuse. Ça fait quand même And quelque temps we que were je just talking at participe the à ces table that there conférences is quite et a on en buzz in parlait à the la air. I table. think there's Il y a a toute lot une of momentum right fébrilité dans now l'air. Il y a behind tout un all of the élan, toute efforts une that everyone's dynamique undertaking. derrière I think tous it's a les efforts que tout really le monde exciting déploie. time to be Et c'est une engaged période in très health foisonnante IT et and très interoperability passionnante in Canada. pour être My name's Larry impliqué dans la Sylvester, and santé et I'm a strategist with Oracle l'interopérabilité au Health. Canada. Je suis And Harry as we come Sylvester, together je at the end travaille of chez this Oracle incredible Health. two-day event, I think we can all Alors, agree the justement, puisque conversations nous and nous the réunissons à la connections fin de and cette shared conférence, insights les have truly combinaisons, captured les the momentum of échanges, digital on a health vraiment su saisir transformation l'avenir in de la Canada. santé As we numérique et la reflect on everything we've transformation de celle-ci heard, au Canada. it's Tandis only que nous fitting écoutons that tout ce we que nous end by avons returning to what truly su grounds écouter, all eh bien, innovation, on and sait that's que trust, tout va au-delà de transparency, l'innovation, la and confiance, la partnership. transparence ainsi que le At partenariat. Oracle Health, we are proud to Chez stand Oracle Health, alongside nous Canadian sommes health fiers leaders, providers, d'être and aux côtés innovators de who are leaders dans le domaine de reimagining la care for the santé, des future. innovateurs Our work qui ont across à cœur l'avenir de provinces, la santé. from Notre supporting travail à travers integrated toutes les care conférences, networks que to ce soit le advancing soutien population health des management soins and intégrés, la health systems gestion de la santé, les to systèmes de deliver better santé, outcomes for afin de every patient livrer is part of de our meilleurs mission. résultats pour tous les That patients. said, Cela fait none of it partie de is notre possible mission. without Ceci dit, trust. rien de And tout cela est trust from possible patients sans that la their data confiance. will La be confiance de la protected part and des used patients que leurs ethically, données seront trust from providers sûres et that traitées de digital façon tools will éthique, et enhance de la and part des not fournisseurs hinder que les outils their numériques care vont delivery. améliorer et And non trust pas from all of être us source that the innovation d'obstacles can be à la both prestation, et aussi powerful and profoundly le fait human. que tous ces soins Our peuvent être closing très humains. keynote speaker today embodies Notre that very idea. présentateur I de had mots de a la fin wonderful représente conversation with her toutes last ces night at the idées. J'ai eu des reception, conversations and I fabuleuses can avec say that elle she's hier à la truly réception et je passionate peux about her dire role qu'elle est and passionnée all of the du rôle efforts that qu'elle she joue puts forward et to de help tous les patients efforts along their qu'elle journey. déploie pour aider les patients Catherine tout au brings long her de leur lived parcours. experience as a cancer Catherine nous fait survivor into part spaces where de son research, expérience en tant que strategy, and survivante de governance cancer meet. du côté de la She serves in a stratégie, variety la of gouvernance et capacities in autres. her Elle roles, a joué and I plusieurs am rôles delighted that she is here to et je bring suis some ravie de messages la to voir us to parmi really nous ground the pour nous faire part de conversation as plusieurs we've gone messages, pour from vraiment the ancrer toutes bleeping les conversations computers, qui where ont it's lieu. also On est interesting parlé for des us to get blips et des really ordinateurs, n'est-ce infatuated with the pas? Et oui, technology c'est and important the d'être bits and passionné à bytes, so propos de to la speak. technologie She's et going to galvanize les this in octets the et les experienced rouages, patient etc. at the Mais front elle va lines in care. galvaniser tout cela And so today, avec les please patients join qui me in sont sur la welcoming ligne a visionary de fond. leader, a Alors, true accueillons cette advocate for leader patient visionnaire, une partnership, and a défendresse de ce guiding voice in partenariat shaping the et ethical, une voix transparent, and et human qui future nous of digital éclaire health, pour Miss vraiment améliorer Catherine l'avenir de la Wilhelmi. santé numérique, Madame Catherine Wilhelmi. I'll need water, so. Bye. Je vais avoir besoin d'eau. Well, good afternoon. Alors, bon après-midi. Always, nervous, Je like suis Bob toujours at the beginning, but I'll nerveuse au get début, going. mais vous allez voir, I'm really au happy fur et à to mesure be que je me with you réchauffe, ça va today. aller mieux. When Je I suis heureuse arrived d'être parmi vous Sunday, aujourd'hui. Lorsque je suis arrivée dimanche, sometimes how our body vous just savez parfois shuts in formations and comment we just notre forget corps ne about peut the plus things that prendre de l'information we et should remember. on oublie des choses I dont on devrait arrived se and I souvenir. Je realized suis that arrivée November et j'ai réalisé 16 que le was 16 novembre, Sunday. c'était It dimanche, is the day 7 years ago et I c'est was le jour, diagnosed with il y a 7 ans, advanced où j'étais diagnostiquée aggressive triple avec negative breast cancer. un cancer du sein And triple négatif très avancé, très agressif. Euh, over the Excusez-moi. past 2 days, Au fil des 2 I've been derniers jours, listening to this conference with that in j'écoute mind, asking myself avec if cela en AI had tête. been available Je me back pose la then, question aussi, l'IA avait été what could it disponible à have done l'époque. for me? Qu'est-ce que l'IA aurait pu Because faire pour 7 mon years cas? ago, Parce qu'il y a 7 ans, at least from where I was en standing, tout cas de mon point de vue, AI wasn't really l'IA in the discussion. ne faisait pas partie de la discussion. Today, we're applying Aujourd'hui, AI more and more nous widely faisons appel à in l'IA finance, de façon de HR, plus en plus processes. générale We've du talked a côté des lot about finances, des getting physicians processus, des on ressources board humaines. On a and beaucoup about parlé how d'impliquer les powerful things médecins will get when et AI de scribes connect to parler the de la EMRs. dynamique possible lorsque I had les a fameux MacBook. transcripteurs I vont slide deck aider prepared avec les and I DME. changed it all Bon, yesterday. j'avais toute une présentation à vous montrer et j'ai Thank you, tout changé Chris and hier. Haley, for Alors, your merci Chris patience. et Haley, merci de votre patience, I just parce que didn't want to talk about impressive je ne voulais potential pas of tout simplement technology, parler de how it improves potentiel processes impressionnant and de la everything. technologie, comment la technologie I améliore les wanted to talk about processus et the tout le human tintouin. Je conditions voulais parler de la that determine condition whether humaine innovations qui move détermine forward
si les innovations vont de l'avant ou s'effondrent. Et pour moi, il y a 3 éléments qui sont absolument essentiels à l'équation: la confiance, la transparence et la co-construction. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais passer en revue un peu d'où je viens. Vous l'entendez peut-être avec mon accent, je viens de Sherbrooke, un centre de recherche unique où je travaille, le centre de recherche du CHU. En 2017, ils sont devenus le premier centre de recherche dans la province de Québec de faire confiance aux partenariats à patients suffisamment solides pour faire en sorte que les patients soient de véritables alliés dans des prises de décision stratégiques. On parle d'un nombre égal de chercheurs, de professionnels dans la recherche et de patients. Cela a été établi tout doucement, sans tambour ni trompette, et au fil des ans, les chiffres, les gens se sont compris, se sont mieux connus et ont compris les réalités, les écarts qui existaient entre les différentes réalités. Je me suis joint à ce comité stratégique en 2019 après ma 2e ronde de chimiothérapie, donc chauve, très vulnérable. J'avais besoin d'un espace sûr où il était possible d'en apprendre plus sur ce qui se passait à mon corps. Je voulais trouver un moyen de donner un sens à tout ce parcours que je vivais. Et j'ai trouvé là ce filet de sécurité qui m'a permis de comprendre comment devenir une partenaire dans le domaine de la recherche et plus tard la coordonnatrice de partenariat de ce centre de recherche. Ce groupe figure parmi le premier à documenter son propre développement au sein d'une organisation. Et c'était également le premier groupe à expliquer publiquement leur opinion sur l'IA, l'accès aux données, etc. Je passerai en revue toutes ces questions un peu plus tard. Et maintenant, ils sont connus pour la façon tout à fait unique de façonner ces partenariats parce qu'ils font des ponts entre les différentes réalités, la réalité scientifique et la réalité des patients. Tout cela, vraiment, s'est fait dès le départ. C'était la première chose. On n'a pas tenté de faire des grandes choses. On voulait comprendre la réalité des uns des autres pour bâtir ce qui s'en venait après. Recording in progress. La communauté d'apprentissage sur le partenariat qui est liée à l'unité, les unités Spore Units, ces unités ont été établies dans chacune des provinces, des régions du Québec pour soutenir la stratégie pour la recherche orientée sur le patient qui a été adoptée par l'Institut de recherche et de santé du Canada, ICIS. J'ai aussi servi de leader scientifique et cette année a marqué un point tournant de ces unités Spore parce qu'il y a eu une évolution vers des systèmes d'apprentissage. Et c'est là que la communauté de partenariats patients, qui n'était que du côté de la recherche, s'est élargie et a fait partie de tout le système de santé. L'idée était de connecter le système de la santé avec tout ce qui se faisait du côté scientifique. Souvent, les choses se font de façon compartimentalisée. Nous avons eu cette idée et qu'il était possible de connecter tout cela. Au fil du temps, avec cette communauté de partenaires patients, lorsqu'on a vraiment impliqué tous ceux qui étaient impliqués au sein du système, on a appris des uns des autres, on a appris ce qui se passait sous le capot, si l'on veut, avec les partenariats patients au Québec. Et en 2024, il y a un document qui est sorti sur ces partenariats pour traiter ce qui manquait et comment on devrait s'y prendre. Et c'est là que 12 ont contribué à la transformation de tout cela au Québec. Santé Québec a donc vu le jour. C'était la première fois que les partenaires patients étaient appliqués à un niveau si élevé de prise de décision au Québec. Au-delà de ces 2 rôles centraux, je siège sur plusieurs comités, souvent comme étant la première partenaire patient qui ait jamais été invitée. Et oui, j'ai l'habitude de longs silences après que je formule
des recommandations dès que ça sort du sentier battu, si l'on veut. J'en ai l'habitude. Mais lorsque la glace a été brisée, les discussions qui ont lieu sont incroyables. Ça vaut la peine. Donc, ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas d'être l'extraterrestre dans la salle une fois de temps en temps, pour ne pas dire souvent. Ça vaut la peine et ça vaut la peine pour ouvrir la porte aux autres. Donc, aujourd'hui, je vais partager. Ah, est-ce que les choses ont changé? Bon. Aujourd'hui, je vais partager avec vous ce que j'ai appris suite à ces différentes expériences. Et je vais vous parler de ma perspective du 16 novembre il y a 7 ans. Mon objectif est simple. Je veux tout simplement vous inviter à voir la santé numérique non seulement comme des flux de données ou des infrastructures complexes et puissantes, mais je veux que vous écoutiez des histoires, les récits, les décisions et les liens avec les gens qui peuvent vous aider à en arriver à ce que vous désirez. Je parle du patient, bien entendu, parce que tout le monde qui est venu ici depuis hier l'a dit. Le Canada est en train de subir une transformation numérique des plus ambitieuses. Et tout se produit à une vitesse grand V, beaucoup plus vite que ce qu'il est possible d'absorber de la part de nos établissements et probablement plus rapide que la population n'est à même de suivre aussi. Mais aucun des transcripteurs en IA ou de mégadonnées va atteindre son plein potentiel sans la confiance. La confiance de la part des médecins, bien entendu, mais aussi la confiance de la part de la population. Et la confiance, c'est pas qu'agréable, c'est vraiment sur le plan de la structure. C'est une architecture silencieuse qui détermine si l'innovation ira jusqu'au bout ou s'effondrer. Mais selon mon expérience, j'entends souvent dire que les gens résistent à la technologie. Je ne pense pas. J'ai vu des innovations échouer, pas parce que ces innovations étaient mal conçues, mal pensées, mais parce qu'elles n'étaient pas engageantes. Les gens ne résistent pas là pour le plaisir de la chose. Ils résistent l'opacité. Ils résistent le sentiment d'être laissés derrière les portes fermées où les gens discutent de choses qui les concernent eux. Vous pourriez penser que les transcripteurs IA n'aident pas beaucoup les patients parce que ça répond aux besoins des médecins. Vous ne le saurez pas avant d'en avoir eu des conversations avec eux. Et en fait, Dr. Mohamed Al-Arakia nous a expliqué qu'il utilise cela pour communiquer avec ses patients et eux lui renvoient même des corrections. C'est formidable. Si nous voulons que la santé numérique soit quelque chose digne de confiance, il faut que ces gens fassent partie des équipes maintenant, tout de suite, pas demain ou quand ce sera prêt à être déployé ou qu'il sera temps d'apposer le sceau d'acceptation. Non, c'est tout de suite. Et c'est là que les partenariats avec les patients sont essentiels. Aujourd'hui, ayant des patients et des patients partenaires, eh bien, c'est la première étape, c'est de les inclure. Hier, M. Godbout a dit quelque chose à propos d'avoir des droits, mais aussi des responsabilités. Et je pense que ça s'applique à notre santé. On a le droit d'avoir accès au système de santé, mais nous en avons également la responsabilité de notre propre santé. C'est comme votre véhicule. Vous devez y mettre de l'essence. Vous devez vous en occuper, l'entretenir. Eh bien, la santé, c'est ce qui vous mène tout au long de votre vie, c'est votre responsabilité. Donc, faites attention à votre santé, posez des questions, souciez-vous, allez chercher l'aide dont vous avez besoin quand vous en avez besoin. Je reprends.
Et sur un autre plan, lorsqu'on forge des solutions pour le système de soins de santé, les gens qui ont des expériences vécues vous font part de perspectives qu'aucune série de données sera en même de vous fournir. Ils vous parleront de points morts, ils vous soulèveront les besoins non résolus et aussi vous dire comment les aider à trouver de l'aide et redéfinir les priorités. À l'intersection de toute cette expertise sur le plan de l'expérience clinique, administrative, scientifique, toutes ces connaissances, les décisions sont plus intelligentes, tout simplement. Alors, voyons d'où vient cette pratique. Le partenariat avec les partenaires a commencé étape par étape. Ça a commencé dans les années 60. Rien à propos de nous sans nous. Et dans les années 90, c'est passé de décisions prises pour les patients à prise de décision avec les patients. Et il y a eu ces modèles en France, ressources patients. Vous allez voir le patient expert et tout était centré sur le patient. Alors ça, c'est ce qui s'est passé durant les années 90. Vers 2010, les partenariats comme tels ont été mis en œuvre. Franchement, au sein des politiques au Canada, en France, et aujourd'hui, c'est même reconnu par l'OMS. Alors, le partenariat fait partie de l'éducation, la gouvernance, les soins et la prévention. Au Québec, ça a décollé vers 2010 avec la stratégie pour la recherche orientée sur les patients dont je vous ai parlé plus tôt. Et à partir de là, le partenariat a évolué dans d'autres domaines avec des pratiques exemplaires qui ont été forgées de concert avec les patients et les membres de la communauté scientifique. Et maintenant, les partenaires patients sont de plus en plus habilités au sein du système. Et tandis que nous progressons de façon significative, beaucoup du développement s'est fait de façon comportementalisée, ce qui mène à une certaine confusion. Et la confusion la plus évidente est entre les défendeurs et les partenariats. Les défendeurs défendent les droits, les partenaires patients co-construisent à l'intérieur de paramètres. Les défenseurs identifient les enjeux et ils poussent la balle en avant. Les patients partenaires attrapent la balle et travaillent à partir de l'intérieur du système avec des parties prenantes pour trouver des solutions viables pour tout un chacun. Les deux rôles sont essentiels, mais les deux rôles ne sont pas semblables. J'aime beaucoup cette image. Il propose que les partenaires patients se connectent. Et ils voient tout le parcours recherche, gouvernance, communauté et ils se retournent vers le système. Mais il est important qu'il y ait des appariements, d'identifier les appariements et là où il n'y a pas d'appariement. Et quand il n'y a pas d'appariement, il faut trouver des solutions ensemble. Mais est-ce que c'est uniforme partout, de par le monde, lorsqu'il est question de santé numérique? Eh bien, pas vraiment. Les partenaires patients, si on se penche sur la littérature, beaucoup d'initiatives disent impliquer les patients, mais très peu documentent les véritables partenariats. De par le monde, la plupart des initiatives dépendent sur des groupes de travail ou des sondages qui sont, oui, certes, très utiles, mais il ne s'agit pas de partenariats. Les partenariats sont en amont et en aval de la perception des données. Ils façonnent les questions, des méthodes, la signification ainsi que l'interprétation. Ils ne font pas que fournir des données. Ils co-conçoivent ou co-construisent le système. Mais il y a des exemples qui existent quand même et qui valent la peine d'être mentionnés. Le Danemark, et qui a bâti sa stratégie pour la santé numérique en faisant appel à 5 points clés au sein de leur stratégie. Tout d'abord, le partenariat avec la communauté. Sorry. In Denmark, 4 ans de co-création au Danemark n'étaient pas
considéré comme un retard, mais un investissement. Aux Pays-Bas, les patients ont déterminé quels étaient les résultats qui étaient importants dans les soins de santé. Ils n'arrivent pas que plus tard dans le processus. Ils sont là dès le début, dès le départ. Et en Australie, il y a quelque chose de drôle qui est arrivé. Et le pays a changé sa façon de parler de l'intelligence artificielle. Les gens avaient peur de l'intelligence artificielle parce qu'ils avaient des visions comme Terminator, etc. Et lorsqu'on expliquait les choses aux gens, qu'une machine peut traiter des milliers de dossiers en quelques minutes, alors qu'il était impossible pour quelque être humain de faire, eh bien, les gens se sont dit, bon, ben, c'est l'humain qui apprend de la machine. Pourquoi ne pas dire que c'est ça que c'est? Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont changé leur façon d'expliquer les choses. Donc, les mots sont importants. Les mots peuvent aider à façonner la confiance. Et pour ce qui est lié à la santé numérique et les DME, comme mon collègue Raymond m'a dit hier, qui est à l'arrière de la salle, là, il va falloir surveiller au fil du temps comment ces sujets évoluent dans l'esprit des gens, n'est-ce pas? Parce que vous obtenez la confiance, mais lorsque vous avez obtenu la confiance des citoyens, vous devez garder cette confiance. Si vous ne traitez pas de certaines préoccupations au moment opportun, vous pouvez perdre cette confiance et ça va prendre pas mal de temps de regagner cette confiance une fois perdue. Ça ne sera pas très long. Vous vous souvenez, j'ai mentionné plus tôt le groupe de patients partenaires de Sherbrooke qui parlait de façon publique de leur opinion par rapport à la question de l'accès aux données. Et ils se sont exprimés très clairement dans le mémorandum qu'ils ont présenté à l'Assemblée nationale à la dernière réforme. Vous pouvez voir ça à l'écran. Vous voyez que les gens n'ont pas peur des données, ils ont peur du silence. Et ce qu'ils ont demandé est simple. Ils veulent la clarté, la prévisibilité et l'honnêteté quant aux risques réels et les bienfaits réels. Parce que lorsque vous répétez toutes sortes de choses, vous n'avez pas besoin de lire, vous n'avez pas besoin de faire ceci, vous n'avez pas à faire cela, vous leur enlevez des choses, eh bien, il y a une hésitation qui s'en vient. Et c'est là que le silence s'instaure. Pensez-y, Google, Facebook, LinkedIn, Instagram, ils ne nous rappellent pas continuellement ce qui devrait nous effrayer. Ce qu'ils font de bien différentes façons, c'est de nous montrer ce qui serait bon pour nous, ce qui nous intéresse. Je n'ai pas dit qu'il fallait faire la même chose, mais on peut trouver un espace entre les deux, n'est-ce pas, afin que les gens comprennent ce qui pourrait être bon pour eux et ce qui serait bon pour la collectivité. Ce groupe de patients a également insisté sur un autre point. Ils voulaient être à la table lorsque les décisions sont prises quant à comment les données seront gérées. Parce que de comprendre complètement et de contribuer bâtit et instaure la confiance. Alors, parlons de ce qui pourrait intéresser les patients. On va reculer dans le temps, si vous me le permettez. Le 16 novembre, il y a 7 ans, j'avais vraiment peur à en mourir. Je devais tout comprendre. Il fallait que je bâtisse un cinéma visuel de ce qui se passait dans mon corps et comment les guerriers allaient arriver, les Avengers, et allaient me sauver des méchants. De créer cette vision pour moi était la seule façon pour moi de ne pas dérailler. À chaque fois que je cherchais des informations en ligne, il y a quelque chose qui ressortait. 3B, triple négatif, très agressif, 20 de chances de survivre même 5 ans. Disons que le cinéma que je tentais de rédiger avait la fin semblable à celle du film Thelma et Louise. Et je voulais la fin dans Frozen, moi, où tout le monde fond et tout va bien et tout finit pour le mieux du monde. Et des années plus tard, j'ai trouvé ma propre fin heureuse.
j'ai commencé à travailler avec Thomas Eli Uslicht, un pharmacien en oncologie, sur une plateforme qui documente les effets secondaires réels de la chimiothérapie orale. Tout d'abord, on a surtout parlé de l'efficacité pour les cliniciens, meilleure information, intervention plus précoce, moins d'hospitalisation. Mais en tant que patiente, ce qui m'a frappée, c'était le potentiel de rassurer. Je me sentais vraiment comme un enfant dans une boutique de bonbons. Cette plateforme a dit, bon, vous avez ça, prenez une photo, envoyez ça avec votre outil Messenger. Vous vivez tel ou tel symptôme, voici pourquoi. Oui, vous n'êtes pas très bien, mais c'est normal. Voici ce que vous pouvez faire chez vous seul. Voici ce que vous devez surveiller et voici si vous voulez en savoir plus. Et si vous avez envie, vous pouvez aussi recontacter votre équipe clinique. Le 30 novembre, il y a 7 ans, après ma première ronde de chimiothérapie, j'aurais eu besoin d'un outil comme celui-ci, vraiment désespérément, parce que je n'avais jamais senti dans ma vie le fait de ne pas sentir le bout de mes doigts ou le talon de mon pied. Je n'avais jamais senti mon cœur pomper si fort sans être capable de dormir pendant 3 jours. Je n'avais jamais vécu d'avoir mal aux fesses. Je n'étais pas en train de mourir d'une réaction étrange à la chimiothérapie, mais je ne le savais pas. Si on m'avait donné accès à cette plateforme, j'aurais appris que l'engourdissement des bouts des doigts est normal et que si c'est trop intense, mon oncologue peut ajuster mes médicaments en conséquence. J'aurais appris que d'avoir mal aux os est normal et j'aurais appris que Decadron est prescrit pour 3 jours pour prévenir le type d'effets secondaires que l'on voit dans les films encore aujourd'hui. C'est comme boire des gallons d'expresso non-stop pendant 3 jours qui explique pourquoi on est hyper avec le cœur qui bat à la chamade, même aux heures où on devrait dormir. Peut-être que j'aurais fait un nettoyage de printemps au jour 2, qui sait. Parce qu'au 3e jour, lorsqu'on arrête le Dacron, on s'effondre d'épuisement. Une plateforme comme celle avec laquelle j'ai travaillé avec Thomas aurait tellement aidé. Et l'expérience de ceux qui ont un cancer du sein aujourd'hui, ce n'est pas comme dans les films là, où on braille toute sa vie à la fin. Cela m'a aidé à savoir ce qui est normal et ce qui ne l'est pas et comment y faire face. Hardy Call a parlé hier de l'isolement. Ah oui, elle est là. À quel point elle se sentait isolée avec sa maladie, à quel point ça l'a fait souffrir. Je n'étais pas dans cette situation. Je n'avais pas de maladie rare et je n'ai pas souffert de toute la stigmatisation auquel elle a eu à faire face. Mais même dans le confort de ma normalité, entre guillemets, je me sentais tout à fait seule, comme si on m'avait lâché dans un pays complètement étranger sans appareil d'interprétation. Donc, l'information ne m'aurait pas sauvée, mais m'aurait calmée, voilà, j'aurais été moins inquiète. Et c'est agréable de ne pas être trop inquiète lorsqu'il faut récupérer de ce médicament qui finalement est une forme de poison. Lorsqu'Elizabeth Taller a parlé de comment les données étaient fragmentées dans le système et que les systèmes ne communiquaient pas les uns avec les autres, et lorsque ce matin j'ai entendu Stuart Gray parler de comment les médecins et les infirmières doivent nous prendre au sérieux quand il est temps d'aller s'informer. D'ailleurs, Stuart, je ne sais pas si vous êtes là. Vous devez continuer à parler avec les médecins comme vous le faites. On a besoin de vous. On a besoin que vous continuiez à établir les ponts entre, avec le bien-être pour qu'ils comprennent pourquoi on fait l'appel à IA, pour que les patients
On leur enseigne comment profiter de l'IA pour que les inventeurs, des transcripteurs IA et tous les autres nous incluent dans la construction afin que tout cela serve nos besoins et réponde à nos besoins également. Depuis les 2 derniers jours, là, mon esprit vire fou. Et si les transcripteurs IA pouvaient se rapprocher encore plus des patients, si on pouvait combiner de l'information de la part des professionnels et des patients directement à partir de l'enregistrement électromagnétique. Quoi si non seulement ils pouvaient documenter, mais rassurer les patients en orientant les patients, en les rassurant avant même qu'ils voient un médecin. Parfois, on va chez le médecin et il n'arrive même pas à répondre à nos questions du genre « Qu'est-ce qui vous amène ici aujourd'hui? » Alors, si il était possible de suivre certaines mesures toutes simples pour aider les cliniciens à mieux répondre aux besoins des patients en utilisant des rapports de données formulés par les patients et saisis dans leur dossier médical électronique, leur DME. Prenez votre température 2 fois par jour, sans Advil ou Tylenol. Écrivez à quelle fréquence vous vous sentez nauséeux, nauséeuse. Écrivez quand vous sentez de la douleur et quelle est l'intensité de votre douleur. Des choses du genre. Pour bien des patients, cela serait vraiment super facile. Et je sais ce que vous pensez, mais qu'en est-il des gens pour qui ce n'est pas facile? Eh bien, incluez-les dans cette co-construction. Incluez-les lorsqu'il est temps de développer ces outils. Vous devez les intégrer, les inclure. Ils vont travailler avec vous et vont trouver la solution parfaitement adaptée. Et ne me dites pas qu'il n'est pas possible de le faire. Dans les Pays-Bas, les équipes ont travaillé avec des patients avec des déficits cognitifs pour les patients en fin de vie, même et des décisions par rapport à leurs propres funérailles. Alors, si on peut faire ça, on peut certainement inclure des patients qui veulent façonner ce que l'IA devrait faire pour eux. Et on pourrait aller encore plus loin. Marie-Pascale Pomé a mené une étude télésanté, un programme pour des patients qui subissent des transplantations de foie. Il y avait des plateformes, des appareils de toutes sortes et du coaching par des patients partenaires, quelqu'un qui avait vécu par cette expérience de transplantation. Les citoyens partenaires de cette étude ont été impliqués dès le départ, ont aidé à concevoir les interventions, identifier ce qui était le plus important et anticiper les sources d'obstacles potentiels que les professionnels n'avaient pas envisagés. Ce projet a confirmé quelque chose de tout à fait essentiel. La technologie peut suivre et mesurer, mais ce ne sont que les êtres humains qui peuvent bâtir donc un pont entre l'innovation et l'expérience vécue. C'est très important. Nous savons que plusieurs médecins sont préoccupés par ce qui se passe dans la boîte noire de l'IA, n'est-ce pas? À l'Université Laval, le chercheur Philippe Després est en train de développer une plateforme IA afin de soutenir l'interprétation des mammographies pour le cancer du sein et qui a un potentiel fou, mais les médecins ne sont pas hyper emballés. Alors, dès le début, il a conçu l'étude afin que les cliniciens forment l'IA eux-mêmes et corrigent quand c'est possible. L'IA ne fonctionne pas tout seul. Il est passionné par l'expertise professionnelle. Et si on offrait le même principe aux patients, parce que bientôt, que ça nous plaise ou non, certains diagnostics seront formulés par l'IA ou en tout cas partiellement par l'IA. Alors, comment les patients vont-ils réagir à cela? De quoi auront-ils besoin pour se sentir en sécurité et informés et respectés? Et avec ce projet, c'est exactement ce que nous explorons. Nous organiserons des groupes de discussion avec des femmes qui auront eu un cancer du sein et d'autres pas, afin que lorsque l'outil soit prêt, nous serons prêts à parler aux patientes et les intégrer, et pas après. Donc, lorsque j'entends dire qu'il faut
faire participer les médecins. Je suis complètement d'accord. Mais Marc nous l'a rappelé hier, il faut aussi faire participer les patients et les autres professionnels. Parce que si nous bâtissons l'infrastructure sur seulement un ou deux groupes, avec même les meilleures intentions, nous pouvons atterrir sur quelque chose qu'on ne peut pas modifier et on ne pourrait pas répondre aux besoins qui sont soulevés plus tard. Donc, l'IA doit être créée avec les professionnels, mais aussi avec les autres qui sont préoccupés, incluant les patients. C'est comme ça qu'on commence l'alignement et qu'on puisse atteindre la confiance. Nous avons entendre le fait que la technologie peut faire progresser la technologie. C'est impressionnant comment l'IA peut réduire la distance entre le diagnostic et le traitement. Je vais vous parler de Sylvie Breton, une chère amie à moi qui avait un carcinome où il y avait très peu de possibilités de traitement et où le temps était précieux. Avec un coup de chance, elle a appris pourquoi elle avait très bien répondu, relativement bien répondu à son premier traitement de chimio. Les chercheurs ont dit que les personnes qui ont ADH1, une mutation, répondaient bien à la chimio alors que les autres non. Sa réaction immédiate était pourquoi est-ce que ça n'a pas été testé plus tôt? Pourquoi est-ce qu'on n'informe pas les patients? Pourquoi est-ce qu'on laisse quelqu'un traverser un traitement qui ne va pas fonctionner pour eux? De savoir qu'elle avait raison de connaître cette information plus tôt avait le potentiel d'amener une meilleure prise de décision et de réduire la souffrance, de mieux respecter les choix, de mieux soutenir la dignité et d'utiliser les ressources de façon plus sage. C'est exactement ce que Martin Vallière a travaillé sur cela. Il a utilisé beaucoup de sources secondaires de données sur toute une vie pour identifier des tendances pour les patients de cancer. Cela peut nous aider à identifier les gènes comme Sylvie Breton, comment mieux diagnostiquer plus tôt et mieux traiter. Je sais que Sylvie doit sans doute applaudir ce projet. Dans cette étude, les partenaires patients ont suggéré d'ajouter une autre étude pour analyser la façon dont les patients répondent aux informations partagées sur l'utilisation secondaire des données. Donc, comment informer les patients et donc, lorsqu'il y a des images bleues, pâles, avec le médecin, etc., les patients voulaient quelque chose d'un peu plus intéressant. Les patients préfèrent des versions plus punchy. Des exemples simples de la façon dont les partenaires patients peuvent éclairer les équipes et de pouvoir briser à l'extérieur de leurs tendances, de leurs habitudes et de pouvoir rejoindre l'être humain. La santé numérique n'est pas un monolithe. Les administrateurs médicaux et les systèmes peuvent renforcer les systèmes. Il y a des risques, il y a des responsabilités. Les infirmiers vont voir le rythme et le processus, la coordination. Les travailleurs sociaux vont voir le contexte, la vulnérabilité. Les ergothérapeutes vont voir la vie quotidienne, l'autonomie. Le personnel de soutien vont voir ce qui est nécessaire pour que tout puisse être prêt à opérer. Et les patients voient la vie réelle avec une condition médicale. Aucun de ces points de vue n'a tort, mais aucun de ces points de vue seul n'est suffisant. Et donc, la réalité est que lorsqu'on est isolés les uns des autres, eh bien, les décisions vont seulement réfléchir une partie de la vérité. C'est pour ça qu'on a besoin de bâtir des ponts, car la connexion entre tous ces points de vue, toutes ces perspectives vont changer la façon dont les choix sont faits. Et cela devient extrêmement clair lorsqu'on regarde l'allocation des ressources numériques. L'allocation va dévoiler nos valeurs, les besoins
qui va ensuite façonner le programme. Est-ce que ce sont les priorités des patients ou des priorités qui vont prendre le dessus? Est-ce qu'on essaie de sauver des vies ou plutôt d'améliorer la qualité de vie? Comment est-ce qu'on peut éviter le creusement sans cesse des inéquités dans le système? Parce que la santé numérique, c'est beaucoup plus que des données. C'est une question d'être humain. J'aimerais proposer une réponse à la question posée hier. Si vous bâtissez le système, est-ce qu'ils vont venir? Mon amie Alvina m'a dit hier soir, eh bien, vous savez, si vous le bâtissez avec eux, ils sont déjà là. On a vu les autres réussir à obtenir la confiance des gens. Ils l'ont fait parce qu'ils ont accepté d'avoir ces conversations dures et de négocier les tensions de façon authentique avec ces préoccupations. C'est comme ça qu'on arrive à des solutions viables qui soient acceptables socialement et éthiquement centrées et avec toutes les parties prenantes participantes. Donc, la co-construction, ce n'est pas un travail supplémentaire, c'est le travail à faire. Il n'y a pas de solution parfaite, mais nous devons construire la solution qui soit logique pour nous tous. Merci.